Marc Thomas, si j'espère, nous attend encore, malgré notre retard, en direct de Reims. Dans tous les cas, Kevin Charras, on vous retrouve peut-être tout à l'heure, selon ce que vos horaires de train et notre retard nous permettront lors de notre échange en plateau. Marc Thomas, je le disais, il est directeur de l'ORPA, c'est-à-dire l'Office des seniors du Grand Reims. Est-ce que vous nous entendez, Marc Thomas ? Oui, Forêt-Claire, bonjour à toutes et à tous. Je suis désolé de ne pas être là parmi vous, mais heureusement que je ne suis pas venu parce que je suis qu'à contact encore aujourd'hui. Voilà, mais bon, voilà, mais c'est fort dommage. J'aurais bien voulu vous rencontrer tous et toutes. Donc, je vous remercie pour cette invitation et je vais faire le lien avec ce qu'a dit l'intervenant précédent, parce que au-delà d'être directeur de l'ORPA, je suis pilote aussi de la Maya, même si ça existe encore pendant quelques mois, et qui est un dispositif sur les personnes Alzheimer, donc pour lequel j'œuvre depuis 9 ans. Là, je vais vous parler de la théorie de l'expérience. Alors, c'est un grand sujet, hein, adaptation d'une politique du vieillissement à l'échelle du territoire. Et je vais tenter de tenir les 20 minutes qui me sont appropriées. L'idée, c'est effectivement, c'est que je suis parti. Est-ce qu'il veut passer? Excusez-moi, j'ai déjà un problème technique. Si ça commence bien, suivant. Voilà, bon, ben ça y est, c'est reparti. Donc, je vais vous parler des constats politiques et donc du coup du constat politique jusqu'au terrain et sur ce que souhaite en fin de compte tout le monde autour de effectivement du vieillissement. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pris le dernier, j'aurais pu vous parler des rapports de Dominique Libaud, mais j'ai préféré parler de Luc Broussy parce que c'était le dernier rapport que j'ai lu qui date de mai dernier. Et j'ai trouvé intéressant parce que depuis le temps qu'on parle du senior comme étant une personne âgée, on ne sait pas si on la situe à 60, 65 ans, voire 45 ans quand on est dans le monde du travail. Et je trouvais intéressant qu'en fin de compte, il puisse décrire qu'on a 3 types de seniors aujourd'hui en France, les retraités actifs, les 75-80 ans et les 85 ans. Alors, les trois étant dissociés par des tranches d'âge parce qu'effectivement ça représente la majorité de la population dans ces tranches d'âge, mais il faut savoir que les retraités actifs, s'ils n'étaient pas là, 60% de en gros 60% de nos collectivités territoriales ne pourraient pas fonctionner, il faut le savoir, et les associations seraient plutôt moribondes. La vulnérabilité, oui, et 75-80 ans, c'est parce qu'effectivement, on retrouve la plupart du temps cet âge-là dans ce qu'on appelle les résidences seniors ou les résidences autonomie, enfin voilà, où là les aides se font de plus en plus accrues, y compris à domicile, notamment avec des dispositifs dont je vous éviterai les acronymes, mais qui sont des dispositifs sociaux ou médico-sociaux. Et puis 85 ans, malheureusement, effectivement, on se retrouve avec l'entrée dans la dépendance. Mais il faut le souligner, c'est qu'on parle beaucoup des EHPAD, effectivement, dans l'entrée de la dépendance, mais peu de personnes sont préparées. Je suis sûr, je ne vous vois pas, mais je suis sûr que si je vous pose la question qui voudra rentrer en EHPAD à 85 ans, je ne suis pas sûr qu'il y ait des doigts qui se lèvent dans l'assistante. Donc, vieillir ensemble, c'est aussi adapter son logement, notamment en intégrant le numérique, mais pas en intégrant le numérique à tout prix, parce qu'on risque de faire du ghetto, et ça, c'est quand même assez compliqué. Et puis, à un moment donné, le fait que les volets s'ouvrent tout seuls, c'est très bien, mais ça évite de faire le geste d'ouvrir ses volets, alors que ce geste-là, il est quand même nettement mieux, parce que du coup, on peut garder quand même de la souplesse au niveau des bras. Et quand on parle de dépendance, effectivement, c'est bien de dépendant de quoi je suis. C'est de rendre aussi la ville bien vieillante, mais en même temps, quand on parle d'intégration et d'inclusion, j'ai entendu le mot intégration, j'ai entendu le mot inclusion. Nous, l'inclusion dans les Mayas, juste pour vous dire, c'est un objet très important parce que on met toujours la coordination et l'inclusion. La coordination, tout le monde peut en faire. Je vais vous dire aisément, si on a de la bonne volonté, on va coordonner une action autour de personnes et ça, il n'y a pas de souci. L'inclusion, c'est quand même beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus difficile parce que ça veut dire qu'il faut changer à la fois la culture, la mentalité, et il faut changer aussi les process.
Et là, du coup, on est dans le dur, c'est-à-dire que là, on va pas, on n'est plus sur de la bonne volonté, mais on est sur une architecture qui va être beaucoup plus efficiente à long terme, et donc une construction beaucoup plus difficile. Et puis, le plus compliqué aussi dans nos volontés, quand je vais vous les décrire, c'est comment intégrer l'inégalité territoriale. Parce qu'on voit que ce soit dans les campagnes ou dans les villes, et suivant les villes où elles se situent, avec le nombre d'habitants, avec la manière dont les politiques aussi se prennent en charge hein, ces nouvelles aspirations, eh ben, on va retrouver certains services et d'autres pas, ou des éloignements de services, ou voire même à un moment donné des dissonances de services. Ce qui est difficile, c'est que nous, en tant que population, moi, en tant que personne, j'ai des besoins. Et en face, je vais avoir des offres de services. Sauf que ces offres de services, eh ben, elles ne vont pas forcément correspondre à mes besoins. Tout à l'heure, j'entendais qu'effectivement, ben, quand je suis à domicile, j'ai besoin d'une femme de ménage, par exemple. Je vais prendre ce terme-là parce que je ne voudrais pas qu'il soit trop péjoratif, mais à un moment donné, ben, moi, dans mes habitudes, j'aimerais bien qu'elle arrive à 9 heures. Sauf qu'elle ne va pas arriver à 9 heures. Pourquoi? Parce qu'elle a des contraintes de service professionnel qui font qu'elle n'arrivera pas à 9 heures. Sauf que du coup, ben, l'offre qui m'est proposée, effectivement, va correspondre techniquement à mon besoin, mais humainement, va être en dehors de mon besoin. Donc, juste pour rappeler que effectivement, ben, on est quand même les 3 tranches d'âge sont en augmentation et vous voyez bien que ça va prendre une part importante au niveau de la population. Et il y a quelques années, je ne sais plus qui c'est qui le disait, mais plus il y a de personnes âgées dans une ville, plus elle ralentit. Et on me posait souvent la question, mais pourquoi, Monsieur Thomas, à votre avis, les personnes âgées, elles vont faire les courses de 8h30 du matin jusqu'à midi le samedi matin, alors que les gens, ceux qui travaillent, ils ont peut-être besoin de faire les courses à ce moment-là. Ah ben certes, heureusement qu'ils viennent faire les courses à ce moment-là, sinon ils rencontreraient personne. Ce serait quand même bien dommage, parce que nous sommes quand même des gens humains avec des relations humaines. Donc, vous voyez bien, l'espérance de vie en bonne santé, sans incapacité sévère, a tendance à peut-être mieux évoluer, mais à une condition, c'est de mettre aussi de la prévention, notamment de l'activité physique et sportive, mais bien adaptée et pas se dire, tiens, je vais faire comme monsieur machin qui fait du vélo jusqu'à 99 ans. C'est pas possible. Donc, nous, notre travail par rapport à ces politiques-là, c'est de pouvoir dire, mais voilà, qu'est-ce qui se passe sur le besoin, quels sont les besoins de population et comment ça doit s'opérer par rapport aux offres. Donc, du coup, on parle des visions des professionnels et de l'existant. Les visions des professionnels, elles sont hyper simples. C'est de développer de l'expertise, de coordonner les acteurs et de décloisonner, parce que tout le monde dit oui, on fonctionne en silo, les personnes âgées, les personnes handicapées, etc. Donc là, vraiment de décloisonner. Alors c'est facile à dire, mais c'est très compliqué à faire. De renforcer la visibilité et la lisibilité, de coordonner des actions d'accompagnement hiérarchisées par les patients âgés, leurs aidants, ciblés sur leurs besoins, et puis améliorer la communication. Mais qui? Alors, les populations cibles dans des domaines d'information, de coordination, puis il y a les zones géographiques. Tout ça, c'est des choses qui nous sont dites, qui sont répétées et pour lesquelles on nous affirme que c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Ceci dit, nous, on est obligé de prendre les champs d'intervention, les zones d'intervention, les objectifs, les indicateurs, les interfaces, la gouvernance, le modèle économique et autres. Enfin, tout ça, c'est ce qu'on va nous demander, nous, quand on va monter des dossiers, quand on va promouvoir un projet. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous voulez promouvoir un projet, il faut passer par un appel à manifestation d'intérêt, puis après un cahier des charges, et quand on a bien répondu au cahier des charges et que ça rentre dans le modèle économique, d'avoir des financements. Nous, dans la Marne, on a fait le contraire. Je suis vraiment désolé. Et en essayant de dire comment on va poser la question au niveau de l'ensemble de nos acteurs. Et les questions posées sont les suivantes. C'est comment évalueriez-vous l'efficacité de la collaboration entre acteurs, déjà? Voilà, ça c'est déjà un premier point. Parce que, effectivement, si on a une offre qui est différente du besoin de la population,
et que le professionnel que je suis ou que d'autres peuvent s'en rendre compte. Donc, à un moment donné, ils vont dire, ah ben oui, mais il y a dysfonctionnement entre l'offre et le besoin. Ça veut dire que celui qui propose l'offre, eh ben, il devait faire autrement ou autre chose. Sauf que lui, ben non, il a une offre, elle est contrainte et il ne pourra pas faire autrement. Donc, du coup, ça donne quand même de très très mauvaises représentations. Donc on demande aussi, et nous on était partis là-dessus, citez 3 actions concrètes par ordre de priorité qu'aimeriez-vous voir se développer dans le cadre d'une plus-value organisationnelle. Ben oui, parce que tout de suite, quand on parle d'offres et de besoins, ben forcément on va parler d'organisation. Qui fait quoi? Enfin, comment c'est organisé? Qui va gérer quoi? Et puis, s'il y a des nouveaux champs d'intervention, quels seront-ils? Ensuite, c'est quelle structure qui semblerait le mieux adaptée à ça? Est-ce que c'est un modèle associatif? Est-ce que c'est un GIP? Est-ce que c'est un GSMS? Excusez-moi, je prends des acronymes, mais voilà, c'est comment, est-ce que c'est une société privée? Enfin, comment on va pouvoir offrir la chose? Et puis, concernant la gouvernance, quels sont les points de vigilance qui semblent importants? Qui devra faire partie de la gouvernance? L'hypothèse d'un collège de financeurs, soit il participe pas, tout en tenant compte effectivement de la loi, puis des cadrages. Et puis quel modèle économique semblerait le plus adapté? Donc ça, ce sont toutes des questions qui nous sont posées, enfin qu'on se pose aussi, et quel est le partage d'informations entre les structures et comment on voit ce partage? Alors c'est cette question-là, elles avaient été travaillées avec le professeur Novella, hein, et c'est vrai que ce sont de vraies questions de terrain quand on ne passe pas par je dirais, une démarche institutionnelle habituelle, mais qu'on va on va partir d'une démarche citoyenne, parce que c'est ça qui nous intéresse. Et donc la démarche citoyenne, elle reparle de trois objets qui sont l'alimentation d'une vision, c'est quelle vision j'ai au niveau de la prise en charge et de la prise en soin de la personne âgée, voire de la personne handicapée, voire de la personne tout court. Quels axes de travail je vais pouvoir élaborer pour pouvoir répondre à ce besoin et quelles actions je vais pouvoir proposer. Et nous, dans la Marne, on a eu l'idée de pouvoir proposer 3 actions. Le village champenois, la maison de répit et la maison des aînés et des aidants. Alors ces 3 actions-là, elles ne viennent pas du département, elles ne viennent pas de l'ARS, elles ne viennent pas de l'État. Hein. Non, non. Et Dominique Libaud l'a bien dit, il a dit c'est quand même c'est une autre porte d'entrée, c'est une porte d'entrée, notamment sur la maison des aînés et des aidants. Mais ça vient effectivement de voir d'autres modèles ailleurs et de se dire mais comment moi je vais pouvoir l'adapter sur mon territoire. Donc là déjà, je vais vous parler du village champenois à Châlons et il a été proposé par le Club DAC. Le Club DAC, ce sont des anciens directeurs, des anciens élus politiques, c'est ce qu'on appelle la société civile et qui s'appelle Débattre et agir à Châlons-en-Champagne et qui se sont dit, voilà, nous on voudrait développer quelque chose d'innovant dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, soit les personnes Alzheimer, elles sont à domicile, soit elles sont en EHPAD. Mais il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas vraiment une résidence autonomie ou une résidence service qui puisse les accueillir, les accompagner pour pouvoir cheminer dans leur vie. Et donc, du coup, ils se sont dit, on va essayer d'aller voir des expériences ailleurs. Et ils sont allés notamment sur Dax. Et donc, l'idée, c'est de dire comment on va pouvoir mettre en place ce village, mais qui ne va pas être le village de Dax, hein, je le dis clairement, il est très bien, je l'ai visité, l'équipe est très sympathique et nous aide effectivement sur le terrain chalonnais, mais de notre côté, ce sera ni un financement d'EHPAD, ni un financement d'EHPAD, ce sera un financement ailleurs, et on l'a proposé, il a été proposé à la collectivité territoriale, c'est le CCAS de Châlons-en-Champagne hein, qui en est le maître d'ouvrage, mais en lien avec le département et l'ARS et le préfet. Mais il a fallu, pendant 2 ans, se dire, voilà, nous, on donne notre volonté, c'est de pouvoir tenter de proposer d'autres choses, un autre mouvement, que le mouvement habituel de création de structures d'EHPAD ou de résidence autonomie. Je peux vous garantir, ce n'est pas un sujet
facile, déjà Alzheimer et ses prises en charge un peu innovantes, mais ce n'est pas un sujet facile aussi au niveau territoire, parce que quelque part, il n'y a pas d'appel à manifestation d'intérêt et il n'y a pas de cahier des charges sur ce sujet-là. Et l'idée, c'est d'apporter une pratique différente, mais en étant dans une inclusion au niveau de la commune, parce que ça, on y tient. C'est-à-dire que ce n'est pas de créer un ghetto à côté de la commune, mais c'est bien de créer quelque chose qui va pouvoir, à un moment donné, faire lien entre les habitants et les personnes qui seront dans ce village. C'est pour ça que cette idée de village nous a hyper intéressés. Aujourd'hui, on est dans l'étude de faisabilité. Le terrain est pratiquement choisi. Il n'y a maintenant plus que le go politique parce que il est important que la ville de Châlons puisse donner ce go-là. Et du coup, il est quand même très bien parti puisque Brigitte Bourguignon en a parlé il n'y a pas très longtemps quand elle est venue dans la Marne. Alors ça, c'est le premier projet, mais qui est en lien aussi avec le deuxième projet, qui est la maison des aînés et des aidants, qui deviendra sûrement une forme de maison de l'autonomie, pour être tout à fait sincère, et qui parlait d'un constat qui dit, ben voilà, on parle de prévention, on parle de soins, on parle d'accompagnement, on parle de participation sociale, d'accessibilité et d'environnement favorable à la santé. Sauf que autour de cette personne-là, et notamment sur Reims, eh ben, vous avez des bénévoles, des réseaux de l'aide à domicile, des professionnels libéraux, la MDPH, les mairies, les SIAD, les CLIC, excusez-moi des acronymes, mais des plateformes de répit, des services hospitaliers, et j'en passe et des meilleurs, quand il n'y a pas, quand il y a pas aussi des associations type France Alzheimer Marne, par exemple, les Petits Frères des Pauvres, avec qui on travaille aisément, Orange Solidarité, etc., qui eux-mêmes font des actions singulières autour de ces personnes. Comment voulez-vous que effectivement on puisse tous s'y retrouver et surtout comment la personne elle peut s'y retrouver? Donc cette multitude de services ont été créés, mais de manière inégale aussi sur le territoire. C'est-à-dire que là où vous pouvez trouver un service avec 5 personnes sur Reims, soit il n'existe pas dans la commune à 20 km, la commune rurale à 20 km de Reims, ou soit il existe mais d'une manière très menu, à savoir, c'est pas 7 personnes, mais ce sera plus qu'une personne qui, quand elle n'est pas là, ben, le service ne fonctionne pas. Donc voilà, donc ça aussi, pour nous, c'est une vraie préoccupation. Et donc en disant, ben voilà, si on crée cette porte d'entrée au niveau des personnes, peut-être qu'ils s'y sentiront mieux, peut-être qu'on trouvera le service le plus adapté, le mieux pensé pour la personne et correspondant vraiment à son besoin. Parce que l'offre, elle n'est pas forcément liée qu'à une structure, mais elle peut être liée à plusieurs structures qui travaillent ensemble. Ensuite, donc, cette maison, c'est quand même un lieu de ressources, c'est un lieu de mise en lien, c'est aussi un pôle pour animer, accompagner les territoires. On parle d'animation territoriale. Nous, je peux vous dire, au niveau de l'ORPA et de la Maille en particulier, l'animation territoriale, on en fait. Personnellement, j'organise ce qu'on appelle des tables tactiques. À chaque fois, j'ai 100 à 150 personnes représentant des usagers, représentant la psychiatrie, la personne âgée, la personne handicapée, l'hospitalier, les professions libérales qui viennent et qui vont échanger, ne serait-ce que pour connaître de nouveaux dispositifs qui sont mis en place par la CPAM ou la CARSAT, que de parler effectivement de nouvelles innovations et de parler tout simplement aussi de la problématique du malade d'Alzheimer précoce, par exemple, et comment on va pouvoir adapter nos activités, nos offres de services par rapport à cette situation-là. Voilà. C'est aussi une porte d'entrée pour les personnes et les professionnels parce qu'à un moment donné, quand on vous parle avec des acronymes, si on n'en a pas besoin, si on n'est pas dans ce champ-là, c'est compliqué quand même à
à ouvrir la porte. Donc nous, on a organisé des qui fait quoi. Alors je vais pas vous le montrer parce qu'il fait une cinquantaine de pages, mais c'est 50 services quoi, où on met rapidement une petite définition de à quoi ça correspond. Un SSR, un SAD, un SIAD, etc. Et je vous en passe, c'est des meilleurs. Donc l'idée, effectivement, c'est au travers de cette porte d'entrée, je sais que je vais pousser cette porte d'entrée et que derrière, sans me poser la question de quelle sera l'offre à laquelle je vais pouvoir prétendre, qu'on soit personne ou professionnel, pour pouvoir m'accompagner ou aider à l'accompagnement, eh bien, là, on se rassure d'avoir le bon service au bon moment, peu importe le service. Donc la maison de répit, alors donc du coup on a eu aussi l'idée de mettre en place une maison de répit qui va se mettre en place. Donc cette maison de répit, en fin de compte, elle offre l'idée, c'est qu'elle offre pour les 15 ans, les personnes de 15 ans jusqu'aux seniors, d'offrir du répit. Aujourd'hui, il existe des maisons de répit, enfin, il existe des systèmes de répit pour les personnes Alzheimer, mais l'idée, c'est de l'ouvrir au plus grand nombre. Répit pour le handicap, répit pour des personnes en co, répit parce que les dents ont besoin effectivement de se reposer. Je ne sais pas si ça a été dit aujourd'hui, mais il faut savoir qu'au niveau Alzheimer, un quart des aidants, malheureusement, partent avant la personne aidée, tellement c'est épuisant. Et donc, l'idée, c'est effectivement, c'est de prendre en charge les personnes sur ce répit, mais sur 90 jours annuels, et avec une surveillance de 24 heures sur 24, avec des équipements puis des adaptations. Mais aussi, c'est de pouvoir permettre à la personne de pouvoir, l'aidant, là pour le coup, de pouvoir être dans une structure à côté qui va aussi le coucouner. Parce que à un moment donné, on parle d'habitation, mais quand vous êtes quand vous êtes aidant chez vous, avec une personne qui, elle, malheureusement, va se dégrader dans sa vie, à un moment donné, c'est compliqué de se dire comment je vais vivre à domicile sans toutefois apporter toutes les, je dirais, tous les aménagements nécessaires pour que la personne se sente bien. Mais en apportant les aménagements nécessaires, c'est très bien sur le moment, mais après, une fois qu'on aura passé ce cap-là et qu'on devra aller dans un autre hébergement, comment ça va se passer? Comment je vais vendre ma maison qui, elle, va être, en fin de compte, organisée par rapport à quelqu'un qui peut être aidé. Donc, ça veut dire qu'en travaillant avec le répit et notamment avec les dents, en le faisant coucouner, etc., c'est de pouvoir réfléchir sur comment je peux vivre après, tout en étant avec la personne et peut-être en changeant de logement aussi. Donc l'idée, c'est d'apporter des soutiens psychologiques et sociaux, c'est d'avoir des temps de parole et des activités de bien-être. Enfin voilà, pour tout vous dire, j'ai essayé d'être assez rapide, parce que je sais que le temps était compté, et pour tout vous dire, c'est que ces projets-là, il n'y a pas de cahier des charges. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, il y a des volontés pour pouvoir les mettre en place, parce qu'il y a des besoins au niveau du territoire. Nous, sur la Marne, on perd de population. Il y a des endroits où on perd de population. On voit que la population vieillissante augmente. On voit bien qu'effectivement, ces problématiques de personnes soi-disant dépendantes augmentent aussi. Et c'est de se dire, mais comment on va pouvoir évoluer dans ce système-là, comment on va pouvoir faire des choses. Et comme il n'y avait pas d'appel à manifestation d'intérêt et qu'il n'y avait pas de cahier des charges, mais qu'il y avait des besoins de territoire, donc du coup, ce sont les personnalités civiles, les associations tournées vers les usagers, tout en tenant compte des politiques publiques et des dispositifs territoriaux, c'est clair, parce qu'ils existent et puis parce qu'ils sont là, mais en analysant les représentations des missions des uns et des autres aussi pour savoir pourquoi ces missions, elles ont des difficultés, pourquoi elles sont mal représentées, et d'étudier avec l'université les évolutions sociétales, parce que ça c'est important, c'est qu'aujourd'hui la vérité, elle est là, mais demain, elle sera peut-être ailleurs. Mais cet ailleurs, il faut qu'on puisse le penser parce que notre démographie change, notre population change, nos habitudes sociales et culturelles changent. Et on le voit avec ce qui nous impacte aujourd'hui, on est en train de changer, que ce soit la jeunesse.
la vieillesse et puis la personne adulte entre les deux. Nous sommes en train de changer même notre définition de vivre et de consommer. Et ça, il va falloir qu'on en tienne compte par rapport aux années futures. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que surtout, c'est que ce qu'on est en train de construire, et ça se construit réellement, puisque le village est bien parti, le répit aussi, et la maison des aînés des aidants, on va couper le ruban d'ici quelques mois. Donc l'idée, c'est surtout avec la volonté d'apporter la réponse la plus juste aux besoins révélés par la personne en permettant d'adapter l'offre sur le territoire. Et pour nous, ça, c'est important. Voilà ce que je peux dire. Je vous remercie. Merci. Merci infiniment, Marc Thomas, et bon courage pour tous ces projets dont on ne peut qu'imaginer l'énergie qu'ils impliquent pour vous de votre côté. À très bientôt. À très bientôt. Merci.